Chloé Ayling est ce qu'on appelle en Angleterre un glamour model, un mannequin spécialisé en photos de charme. Tous les jours, elle se rend dans cette agence londonienne qui gère son image depuis l'affaire qui l'a rendue célèbre. Chloé est au cœur d'une histoire rocambolesque qui attire la presse du monde entier. Salut Chloé, ça va? C'est le patron de l'agence en personne, Adrian Sington, qui s'occupe d'elle. T'as été super ce matin dans Good Morning Britain. Depuis, on est inondé de demandes d'interview. Victoria te veut demain dans son émission à 9h15. T'en penses quoi? Les gens veulent connaître mon histoire et je crois qu'ils ont le droit de savoir. Je veux qu'ils sachent ce qui m'est vraiment arrivé. Chloé affirme avoir été kidnappée par des criminels qui auraient tenté de la vendre sur Internet comme esclave sexuelle. Une histoire cauchemardesque que certains refusent de croire. Le destin de Chloé s'écrit d'abord dans le nord de l'Angleterre. C'est au sein de la petite agence dirigée par Phil Green qu'elle fait ses premiers pas dans le mannequinat, à 18 ans. Son atout, des formes généreuses. Elle était très sexy. Elle savait comment se comporter face aux caméras. Et c'est ce que recherchent la plupart des clients. Je leur proposais pourtant d'autres filles, mais c'est toujours Chloé qu'ils voulaient. Elle est rapidement devenue populaire et très demandée. Chloé vient d'abandonner ses études de droit. Issue d'un milieu modeste, elle est animée par la volonté farouche de devenir riche. Elle disait, dans moins d'1 an, je veux conduire une Ferrari. Je veux être millionnaire avant mes 21 ans. Elle était ambitieuse. Très ambitieuse. Chloé pose pour des marques de lingerie, de prêt-à-porter. Et dans les tabloïds anglais, elle incarne la fameuse et dénudée Miss Page 3, une institution en Angleterre. Elle fait également parler d'elle sur les réseaux sociaux. 240 000 abonnés sur Instagram en quelques mois. Elle s'y dévoile sous toutes les coutures et présente même son petit garçon, Aston, qu'elle a eu à 18 ans. Mais l'été dernier, la vie rêvée de Chloé va tourner au cauchemar. Début juillet, son agent reçoit un mail d'un photographe qu'il ne connaît pas. L'homme dit travailler à Milan pour un magazine de moto et veut la faire poser. On a vérifié l'adresse sur Google Maps, son site web. Il n'y avait aucune raison de se méfier et de poser plus de questions. Tout avait l'air normal. Le 10 juillet, Chloé atterrit en Italie. Le photographe lui a réservé une chambre dans cet hôtel, d'où elle poste, comme elle le fait avant chaque shooting, cette photo à l'attention de ses fans. Le lendemain matin, à 8h40, un taxi la dépose devant ce local où est censé se trouver le studio. Mais selon elle, à peine la porte franchie, Chloé comprend que la séance photo n'aura jamais lieu. Un gars a mis son bras autour de mon cou et il a mis sa main sur ma bouche pour que je ne crie pas. Un autre masqué s'est précipité face à moi. Il a remonté ma manche. Il avait une seringue à la main. J'ai essayé de me débattre, mais il a réussi à m'injecter un produit. Et j'ai perdu connaissance. Chloé se serait réveillée enfermée dans un sac, au fond du coffre d'une voiture, lancée sur une route de montagne. Je ne savais pas pourquoi ils m'avaient enlevée. Je ne savais pas s'ils allaient me violer, me tuer. J'ai quand même essayé de sortir, de faire du bruit. J'ai réussi à enlever le scotch sur ma bouche. Et par le trou qu'ils m'avaient laissé dans le sac pour respirer, j'ai crié « Où est-on » À ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. La voiture aurait roulé pendant 3 heures jusqu'à cette maison, près de la frontière française. C'est là que Chloé aurait aperçu pour la première fois le visage d'un de ses ravisseurs. Selon la jeune femme, il dit s'appeler André Lazio. C'est le photographe qui lui a donné rendez-vous au studio. Alors qu'elle est menottée à une commode, il se serait assis près d'elle.
Il m'a dit que j'allais être vendue comme esclave sexuelle. L'acheteur se servirait de moi, il me passerait à sa famille, à ses amis, puis quand ils en auraient marre, il me tuerait et me donnerait à manger aux tigres. Son ravisseur lui aurait affirmé qu'il était tueur professionnel et qu'il l'aurait mis en vente sur le Darknet, une partie cachée d'Internet où l'on peut anonymement vendre et acheter de la drogue, des faux papiers ou encore des armes. L'homme prétend appartenir au Black Death Group, une organisation criminelle qui sévirait sur ce réseau parallèle. C'est sous ce nom qu'il contacte par mail l'agent de Chloé 2 jours après sa disparition. On y lit les modalités de la vente prévues sur le dark web. La nationalité de Chloé, son âge, ses mensurations et la mise à prix, 300 000 $. Mais l'homme fait une proposition à Phil Green. Il peut sauver son mannequin en payant lui-même. Le message est accompagné de 2 photos glaçantes. On y voit Chloé comme droguée. Elle semble inconsciente. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique. En général, je sais quoi faire. Mais là, je suis resté scotché. Je ne savais pas quoi penser. Je me suis dit, bon, je peux quand même pas dire à sa mère que j'ai une demande de rançon et que sa fille a été kidnappée. Alors j'ai alerté la police à Milan. Des policiers britanniques interviennent également. En se faisant passer pour l'agent, ils vont négocier par mail avec le ravisseur. Ils ont réussi à abaisser la rançon de 300 000 à 50 000 $. Moi, je leur disais, mais que se passera-t-il si cet homme refuse votre offre? Que ferons-nous? Personne ne savait vraiment. Dans la maison où elle est retenue, Chloé, elle, se dit bien traitée. Son ravisseur lui parlerait même de son fils, Aston, et avouerait des remords à participer à la vente d'une maman. À partir du 2e jour, on a discuté un peu plus. J'ai réalisé qu'il était ma seule chance de m'en sortir. Je devais utiliser ce gars. Ma vie était entre ses mains. Il fallait qu'il arrive à plaider ma cause. Et moi, je devais faire le maximum pour qu'il soit de mon côté. Le 16 juillet, alors que Chloé a disparu depuis 6 jours, coup de théâtre. Elle ressurgit en plein cœur de Milan et se présente au consulat britannique. Vêtue d'un jogging et accompagnée de son ravisseur présumé. C'est lui qui l'a amenée. Il tente de se faire passer pour un ami, mais elle le dénonce. Il est immédiatement arrêté. Il s'appelle en fait Łukasz Herba, un Polonais de 30 ans. Aux enquêteurs, il livre une version étonnante. Il n'aurait pas enlevé Chloé, mais l'aurait au contraire sauvé des griffes de ravisseurs roumains. Des hommes qu'il connaît, mais dont, dit-il, il ignore l'identité. La justice italienne ouvre une enquête pour kidnapping. Rapidement, cette histoire rocambolesque soulève des doutes. Car des éléments troublants mettent à mal le récit de la jeune mannequin. Dans le village de Lémier, près de la maison où elle aurait été détenue, plusieurs personnes ont aperçu Chloé avec son ravisseur présumé, comme cet infirmier qui préfère rester anonyme. Le dimanche, la veille de sa libération, on les a vus ensemble faire un tour. Avec le recul, je me dis, c'est pas possible. Moi, à la place de la fille, si je suis kidnappé, la première chose que je fais, c'est crier. En plus, les gendarmes passent tout le temps par ici. Encore plus surprenant, ils seraient allés faire du shopping ensemble. Ils ont été vus dans ce magasin. La patronne, qui refuse de s'exprimer, confirme juste que Łukasz Herba a acheté une paire de chaussures à Chloé. Pourquoi la jeune femme n'en a-t-elle pas profité pour appeler à l'aide? Dans sa première interview à la télévision anglaise, après sa libération, Chloé explique que son ravisseur l'avait menacée de la tuer si elle tentait de fuir. J'étais paniquée. J'espérais juste une mort pas trop douloureuse. Des explications qui ne convainquent pas tout le monde. Sur les réseaux sociaux, les moqueries se multiplient. Son récit n'apporte rien. Si elle est si traumatisée par son soi-disant kidnapping, qu'est-ce qu'elle fait à la télé? Waouh, elle a encore plus d'imagination que l'auteur d'Harry Potter.
C'est mal si je ris quand elle fait semblant de pleurer? Certains internautes vont même jusqu'à parodier le moment où Chloé aurait été enfermée dans une valise. À Milan, l'avocat italien mandaté pour défendre la jeune fille, Francesco Pecce, avoue qu'il a lui aussi eu du mal au départ à croire son histoire. Qu'elle soit ramenée au consulat par son ravisseur, c'est quand même très bizarre. Mais ensuite, j'ai parlé à la police. Et Chloé a quand même réussi à convaincre 2 procureurs et une centaine d'agents. Si tous ces gens ont été convaincus, pour moi, il n'y avait plus de doute. La version de Chloé est en effet validée par les premières découvertes des enquêteurs. De la kétamine, le puissant anesthésiant qui aurait servi à la droguer, a été décelé dans son corps. Dans le faux studio photo où elle dit avoir été kidnappée, ils ont retrouvé ses vêtements. Et le carrelage est le même que sur la photo de revendication. Les policiers ont aussi mis la main à proximité du consulat sur la voiture de Lucas Erba. À l'intérieur, le GPS avec une adresse en mémoire qui les a directement conduits à la maison où Chloé aurait été séquestrée. Là, des menottes, l'ADN de la jeune femme et le sac dans lequel elle aurait été transportée. Dans l'ordinateur de Lucas Erba, la trace de l'achat d'une cagoule et d'un faux passeport sur Internet. Lucas est mis en examen et placé en détention. Pour la police, il ne fait aucun doute qu'il a enlevé Chloé. L'auteur de ce délit gravissime est une personne dangereuse. Il faut se rappeler qu'il s'est présenté comme quelqu'un prêt à mettre en œuvre des solutions finales, comme il dit, en tant que tueur à gages. Les enquêteurs ne parviennent pas à établir de lien entre Lucas Erba et le fameux Black Death Group dont il s'est revendiqué auprès de Chloé et qui aurait voulu vendre aux enchères la jeune fille. En revanche, ils identifient celui qui serait l'autre ravisseur. Son ADN a été relevé dans la voiture du rapt et l'homme apparaît ici à gauche, à côté de Lucas, sur cette image de vidéosurveillance. C'était dans une rue de Milan, la veille du kidnapping. Il s'agit de son frère aîné, Michal Erba, 36 ans. Un mandat d'arrêt européen est lancé contre lui. Quelques jours plus tard, il est arrêté à son tour, dans le centre de l'Angleterre, à Birmingham, chez lui. Les 2 frères partageaient ici un appartement, dans ce HLM. Leur domicile est perquisitionné. Les enquêteurs n'y saisissent qu'un ordinateur et un peu d'argent. Les frères Erba menaient un train de vie modeste. Dans le voisinage, tous 2 passaient inaperçus. Je les connaissais pas, il y en a un qui était souvent sur le balcon, il me regardait. C'était un mec discret, il devait aller au boulot. On le voyait peu, j'en sais pas plus. Pour être honnête, personne ne lui parlait. L'aîné, Michal, travaillait comme chauffeur. Il prévoyait de se marier, sa fiancée était enceinte. Lucas, lui, vivait depuis 10 ans en Grande-Bretagne. Il enchaînait les petits boulots et se présentait sur Facebook comme dirigeant d'une société, Carmerg, qui n'apparaît nulle part au registre des entreprises britanniques. Tous 2 avaient des casiers judiciaires vierges. Pas le profil de criminel chevronné pour l'avocat de Michal, George Hepburn. Sans plus d'explications et en dépit des éléments semblant accabler les frères Erba, il remet en cause, lui aussi, le témoignage de Chloé. Mon client dit que c'était un kidnapping bidon. Bien entendu, Chloé dit le contraire. Vous pensez que Chloé serait impliquée dans un faux enlèvement ? Qu'il s'agisse d'un coup de pub ou pas, en tout cas, cette histoire est très profitable pour Chloé. Elle vend ses interviews à la télé, elle gagne des milliers et des milliers de livres sterling. Elle a même signé un contrat avec une maison d'édition. Tout ça est à prendre en compte. Une ligne de défense qui n'a pas convaincu les juges anglais. Il y a 8 jours, ils ont décidé d'extrader Michal vers l'Italie, où il pourrait être jugé en même temps que son frère.
Chloé, qui menait en effet toutes ses apparitions télé, comme c'est l'usage en Grande-Bretagne, a accepté de nous parler gratuitement. Elle rejette ces accusations de coups montés pour s'enrichir. Michal a dû voir que les médias doutaient de mon histoire. Et évidemment, avec son avocat, ils ont décidé d'exploiter cette ligne de défense, de jouer là-dessus. Mais la vérité sortira. Plus l'enquête avance, plus je pense qu'il ne s'agissait que des deux frères Herba. Et que le Black Death Group n'était pas lié à ça. Je n'ai pas de preuves, mais j'essaye de m'en persuader. Ça m'évite d'être parano toutes les nuits. 3 mois après cette affaire, Chloé a repris son travail de mannequin et ses photos de charme. Ses ravisseurs présumés, eux, risquent 30 ans de prison.